Le Niger, voisin de la Libye, d'où partent chaque année des dizaines de milliers de migrants vers l'Europe, est en train de devenir, malgré lui, une plateforme pour clandestins africains. Au Bénin, l'ordre des avocats proteste contre l'institutionnalisation d'un barreau de l'Orada à l'insu des barreaux de l'espace UEMOA. Ils ont battu hier le macadam dans les rues de Cotonou. Au Nigeria, l'aéroport de Maïdougouri, fermé depuis 18 mois après une attaque de Boko Haram, pourrait être rouvert dès vendredi prochain au trafic commercial. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur Sika. Le Niger, voisin de la Libye, d'où partent chaque année des dizaines de milliers de migrants vers l'Europe, est en train de devenir, malgré lui, une plateforme pour clandestins africains. Cette situation est surtout favorisée par son immense territoire, ses frontières poreuses et ses moyens limités. Les détails. Tous les jours, des flots de Sénégalais, Gambiens, Ghanéens, Ivoiriens, Maliens, à peine arrivés du Burkina Faso, précédente étape de la route vers l'Occident, se retrouvent dans les gares routières de sa capitale Niamey pour se ruer vers Agadez, principale ville du nord du pays. La route vers l'Espagne via le Maroc, qui a conduit ces dernières années des centaines de clandestins à la noyade en Méditerranée et des milliers d'autres sur le vieux continent, est plus étroitement surveillée et donc moins empruntée. Il y a quelques années, Agadez est devenu effectivement un dépotoir. Un dépotoir de tout trafiquant, de tout criminel, de tous les mots en tout cas qui peuvent déranger la population. Plus de 45 000 immigrés clandestins ont débarqué en Italie, la plupart partis des côtes libyennes depuis le début de l'année. Environ 60% d'entre eux avaient transité par le Niger selon des chiffres officiels. Quelques 150 000 migrants, en grande majorité ouest-africains, sont attendus cette année à Agadez par les autorités. Des centaines de migrants périssent chaque année entre Sahara et Libye par manque d'eau, de nourriture, dans des accidents ou du fait d'abus divers. Autre problème, la corruption rampante dans cet État sahélien très pauvre où les forces de sécurité sont accusées par beaucoup de fermer les yeux sur des trafics moyennant subsides. D'autant que leur nombre est limité pour un territoire à protéger plus grand que la France, qui plus est entouré par la Libye, le Mali, le Tchad et l'Algérie, où les groupes djihadistes sont fortement représentés. C'est ce qu'on craint actuellement, que l'AQMI profite, je ne sais pas, parce qu'il peut avoir, comme ils ont eu l'influence au niveau du Mali avant, ils se sont mélangés avec la rébellion. On craint chaque fois qu'il y a une sécurité, ils peuvent trouver leur compte quelque part. Et ça nous inquiète quand même. Reste l'aide attendue de l'Europe par de nombreux acteurs nigériens. En visite mi-mai à Niamey, le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a promis l'ouverture de plusieurs centres d'accueil des migrants sans aborder la question des financements. Au Cameroun, la Cour suprême a confirmé mardi la condamnation à 25 ans de prison pour détournement de fonds de l'avocate française d'origine camerounaise Lydienne Yen-Youm. Une décision qualifiée de scandaleuse par ses avocats alors que les Nations Unies viennent de rendre public un rapport qui accuse de détention arbitraire le Cameroun dans cette affaire. Plus de précisions à travers ce reportage. Reconnu coupable en 2014 par le tribunal criminel spécial pour le détournement de 1,77 milliard de francs CFA, l'avocate française d'origine camerounaise Lydienne Yen-Youm avait été condamnée à 25 ans de prison. Au cours de l'audience du 25 mai dernier consacrée à l'examen du pouvoir en cassation introduit auprès de la Cour suprême, le conseiller rapporteur s'était déjà prononcé pour le rejet pur et simple de la demande de l'avocate. Il n'y a plus de recours. C'est la dernière voie de recours, sauf à faire une révision de procès. Et pour qu'on arrive à la révision de procès, c'est toute une gymnastique. C'est pourquoi il y a une commission des Nations Unies à réagir aussitôt pour dire que Maître Yen-Youm fait partie d'un arbitrage de détention arbitraire, une privation arbitraire de liberté. Et c'est vrai. Écroué depuis janvier 2008 suite à une accusation de détournement de fonds publics dans un dossier où elle était mandatée par l'État camerounais pour mener une opération de recouvrement de créances auprès d'une banque, l'avocate avait toujours clamé son innocence. Je suis navré, attristé par le fait que Maître Yen-Youm soit condamné
après avoir rendu tant de services à l'État du Cameroun. Tout simplement parce qu'on veut faire plaisir à un groupe, à une bande, à un clic qui n'a pour seule conscience que ses préoccupations personnelles. Au pouvoir depuis 1982, le président Paul Biya a créé le tribunal spécial chargé de juger les crimes financiers dans le cadre de l'opération anticorruption Épervier. Mais les personnes accusées ont souvent affirmé être victimes de règlements de comptes politiques à travers cette opération. En bref, à prison, au Bénin, l'Ordre des avocats a investi hier l'une des principales artères de la ville de Cotonou, la capitale économique du pays. C'était à travers une marche pacifique conduite par le bâtonnier de l'Ordre national du Bénin. L'initiative vise à protester contre l'institutionnalisation d'un barreau de l'Ouada, une initiative prise à l'insu des barreaux de l'espace Yomoa. La marche pacifique organisée dans un recueillement profond s'est achevée par une conférence de presse dans l'enceinte de la cour d'appel de Cotonou. Je vous invite à suivre à présent, pour plus de précision, le bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Bénin. Cyril Dikuy intervient ici sur des propos recueillis par Joël Yetondi et Juste Donrissou. Le barreau du Bénin, comme tous les barreaux de la sous-région, je dirais comme tous les barreaux du monde, sont une institution libre, indépendante, qui s'auto-détermine, qui s'auto-gère. La Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Ouada fait office de Cour suprême. Donc les décisions en matière commerciale qui sont rendues ici peuvent être déférées en cassation devant cette juridiction qui casse. Le président de cette cour estime qu'il a un problème de liaison avec les barreaux, ne s'ouvre pas aux bâtonniers de ces différents barreaux, ne s'ouvre pas aux avocats de membres de ce barreau, mais va plutôt s'ouvrir aux avocats français pour lui faire part des difficultés que lui a avec des consommateurs de droit, ceux qui viennent exercer devant lui. Et leur demande à notre insu, sans notre participation, de trouver les voies et moyens pour mettre une structure qui va servir de liaison entre la Cour et nous autres professionnels. Chers confrères, le combat ne fait que commencer. Le combat n'est pas celui de l'avocat que je suis. Le combat n'est pas seulement celui de l'avocat que vous êtes. Le combat n'est pas corporatiste. Le combat est nationaliste. Il s'agit de l'indépendance. Il s'agit de la souveraineté. Il s'agit de l'intérêt des justiciables. Ce n'est pas un barreau français qui viendra connaître les réalités de chez nous. Parce que si vous avez lu le projet, pour aller plaider désormais devant la Cour commune de justice et de l'Ouada, il faut être agréé par ces barreaux. Alors qu'aujourd'hui, nous avons la liberté d'aller. C'est une restriction de notre indépendance. C'est une restriction de notre marché, c'est une diminution de notre pain, c'est tout, sauf de l'aide. C'est de l'impérialisme, c'est une recolonisation et nous devons, si nous étions syndicalistes, si nous étions révolutionnaires, nous lever et brandir notre poing devant pour dire arrête, hâte à tout cela. Au Togo, le docteur Komi Klassou, nommé Premier ministre le 5 juin dernier, a officiellement pris fonction hier à la primature de Lomé. Précédemment premier vice-président de l'Assemblée nationale togolaise, il formera le premier gouvernement du troisième mandat du président Faure Gnassingbé. Voici un extrait des propos du nouveau Premier ministre togolais lors de sa prise de fonction. Je voudrais remercier le chef de l'État pour avoir placé sa confiance en ma modeste personne. Je ferai tout avec le gouvernement qui sortira sous peu à tout mettre en œuvre pour que la politique ou le projet de société qu'il a présenté aux Togolais du sud au nord, de l'est à l'ouest, lequel projet de société a reçu l'adhésion
de la très grande majorité de nos populations que ce projet de société-là soit traduit dans les faits afin que les Togolaises et les Togolais puissent dire ouf, comme ils le disent déjà, à voir ce qui se réalise depuis quelques années sous la houlette du président. Au Ghana, les 3 jours de deuil national décrétés après l'incendie mortel d'une station-service à Accra se sont achevés hier mercredi. À l'occasion, il a été organisé une cérémonie d'hommage aux victimes qui a réuni plusieurs personnalités ghanéennes. Occasion pour le président John Dramani Mahama d'appeler à l'unité des fils et filles du pays. Les images. Moment de recueillement ce mercredi à Accra au Ghana, une semaine après l'incendie d'une station-service qui a fait plus de 150 morts. Autorités et familles éplorées étaient réunies à la faveur d'une cérémonie commémorative marquant la fin des 3 jours de deuil décrétés en mémoire des victimes. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à nos agences de sécurité, notre cellule nationale de crise et les pompiers du Ghana pour leur dévouement et les efforts courageux face à cette catastrophe. Je tiens également à remercier et féliciter les nombreux bénévoles, les citoyens qui ont risqué leur vie pour sauver la vie des autres, les journalistes qui ont couvert l'incendie et se sont retrouvés à sauver leurs concitoyens du danger. Le président ghanéen a par ailleurs promis des mesures pour lutter contre les inondations à l'origine du drame du 3 juin dernier. John Dramani Mahama a enfin appelé ses compatriotes à l'unité nationale. Au Nigeria, l'aéroport de Maïdougouri, fermé depuis 18 mois suite à une attaque de Boko Haram, pourrait être rouvert très bientôt au trafic commercial. Selon le gouverneur adjoint de l'État de Borno, dont Maïdougouri est la capitale, les discussions ont été entreprises avec des compagnies aériennes privées et un opérateur pourrait relancer des vols dès vendredi prochain. Il faut préciser que depuis l'attaque de Boko Haram le 2 décembre 2013, seuls des vols militaires étaient autorisés dans cet aéroport. En Égypte, un attentat suicide a été déjoué hier mercredi par la police de Luxor. Il s'agit de la seconde attaque visant des touristes depuis la destitution par l'armée en 2013 du président Mohamed Morsi. Cette attaque semble par ailleurs indiquer, comme le redoutaient des experts, que les djihadistes ont changé de stratégie et visent désormais les étrangers. Les détails. Un attentat suicide visant des touristes a été déjoué ce mercredi par la police à Luxor, dans le sud de l'Égypte. 3 hommes se sont présentés dans la matinée en voiture au poste de contrôle barrant l'accès au parking du temple de Karnak, l'un des sites de l'Égypte pharaonique les plus célèbres. Un policier en civil suspicieux les a forcés à s'arrêter. L'un des assaillants s'est échappé du véhicule et a fait exploser la bombe qu'il portait sur lui. Les policiers ont immédiatement ouvert le feu sur les 2 autres, tuant l'un et blessant grièvement l'autre à la tête. 2 policiers ont été légèrement blessés, tout comme 2 civils égyptiens. Les attentats, il faut le préciser, sont très fréquents en Égypte depuis l'éviction du pouvoir de Mohamed Morsi et sont perpétrés par des groupes djihadistes. Ces attaques ont jusqu'alors quasi exclusivement visé les forces de sécurité, mais celle de ce mercredi semble indiquer un changement de stratégie des djihadistes qui visent désormais des étrangers. Ceci intervient dans un contexte où le gouvernement d'Abdel Fattah al-Sisi tente d'attirer touristes et investisseurs internationaux qui avaient déserté l'Égypte depuis 4 ans. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis.